Imaginez une règle qui avait traversé tous les mondiaux pendant 56 ans, intacte, inflexible, presque sacrée. Puis imaginez-la se dissoudre en moins d'une semaine, juste après que Trump a décroché son téléphone pour appeler l'homme le plus puissant du football mondial. Ce n'est pas une hypothèse. C'est exactement ce qui vient de se passer au Mondial 2026 et une histoire de football s'est transformée, presque du jour au lendemain, en affaire politique. Pendant plus de 5 décennies, la règle était simple et absolue. Un rouge direct dans un match du Mondial entraînait automatiquement un match de suspension. Pas d'appel, pas d'exception, pas de marge d'interprétation. Que vous soyez la plus grande star de la planète ou un remplaçant inconnu au-delà de votre ville natale, cela ne changeait rien. 12 joueurs avaient déjà été expulsés plus tôt dans ce tournoi et les 12 avaient purgé leur suspension sans plainte ni controverse. C'était tout simplement ainsi que fonctionnait le football. Puis est arrivé Folarin Balogun. L'attaquant américain, prêté par Monaco et passé autrefois par l'Académie d'Arsenal, était devenu la révélation du parcours du co-organisateur dans ce mondial. Il avait ouvert le score lors d'une victoire 2-0 contre la Bosnie-Herzégovine, signant ainsi une contribution décisive dans chacun des matchs qu'il avait disputés dans le tournoi. Puis, au milieu de la seconde période de ce même match, il est allé au duel avec le défenseur bosnien Tarik Muharemovic et a raclé de son crampon l'arrière de la jambe de son adversaire. L'assistance vidéo a confirmé ce que les arbitres redoutaient. Il s'agissait d'une faute grossière, et le rouge est sorti. La décision était-elle sévère? Presque certainement, oui. L'entraîneur Mauricio Pochettino a déclaré plus tard que près de 99% des gens du football considéraient cette décision comme injuste, et beaucoup d'observateurs neutres estimaient eux aussi que la sanction ne correspondait pas à l'intention du geste. Mais des rouges sévères, le football professionnel en connaît sans cesse, et la réponse a toujours été la même. On purge sa suspension. Celle de Balogun, selon le règlement disciplinaire du tournoi, était automatique. Il était forfait pour le 8e de finale contre la Belgique, et tous les médias qui couvraient la compétition traitaient cela comme un fait établi. Puis, selon les informations du Guardian, du New York Times, de Politico et de CBS, quelque chose d'extraordinaire a commencé à se produire à l'intérieur de la Maison-Blanche. Andrew Giuliani, chargé de la cellule Coupe du Monde au sein de l'administration, a presque immédiatement signalé le rouge au président Trump. Le secrétaire au commerce, Howard Lutnick, a été associé au dossier. Les responsables de la Fédération américaine ont commencé à multiplier les appels. Et selon le Guardian et le New York Times, le président lui-même a téléphoné mercredi soir directement au président de la FIFA, Gianni Infantino, pour lui demander de réexaminer la suspension. Les articles évoquent à plusieurs appels passés par Trump à la FIFA cette semaine-là, Infantino écoutant, sans donner de promesses fermes, mais en acceptant que la commission se penche à nouveau sur le dossier. 3 jours plus tard, le dimanche, la commission a annoncé sa décision. Le match de suspension de Balogun serait assorti d'un sursis pendant une année entière. Il était libre de jouer contre la Belgique. Trump a presque aussitôt publié un message sur sa plateforme sociale pour remercier la FIFA d'avoir, selon lui, réparé une grande injustice. Voici la partie qui devrait réellement surprendre quiconque suit ce sport. La FIFA n'a pas simplement annulé le rouge ni accordé un appel classique, car aucune procédure d'appel n'existait même pour ce type de situation. À la place, la Commission s'est appuyée sur l'article 27 de son code disciplinaire, une disposition large et rarement commentée qui permet aux organes judiciaires de la FIFA de suspendre l'exécution totale ou partielle d'une sanction. En vertu de cette règle, le joueur sanctionné est placé sous probation pour une période comprise entre 1 et 4 ans. Le rouge reste définitivement inscrit au dossier de Balogun, et s'il commet une faute similaire pendant sa période probatoire d'1 an, la suspension initiale redevient immédiatement applicable, en plus de toute nouvelle sanction. Selon l'historique même de la FIFA, l'article 27, auparavant numéroté article 26 avant une révision en 2019, n'avait jamais été appliqué à une expulsion dans un mondial masculin. Jamais depuis l'introduction des cartons jaunes et rouges dans le tournoi en 1970.
Les chercheurs qui ont fouillé l'histoire du mondial n'ont trouvé qu'un seul cas vaguement comparable, la légende brésilienne Garrincha en 1962, à une époque où aucune suspension automatique n'existait encore et où les sanctions étaient prises au cas par une commission. Même cette décision, vieille de plus de 6 décennies, était alors entourée d'accusations d'ingérence politique, une expression qui semble suivre la FIFA quelle que soit l'époque. Quand des journalistes de la BBC ont demandé à la FIFA d'expliquer en détail pourquoi ce joueur, à ce moment précis, justifiait l'usage d'une règle jamais employée auparavant dans l'histoire du tournoi, la réponse a été, en substance, le silence. Aucune motivation juridique publiée, aucune analyse détaillée, ce qui est inhabituel pour une instance qui documente généralement ses décisions disciplinaires. Les responsables ont renvoyé les journalistes vers une décision antérieure concernant Cristiano Ronaldo, mais la comparaison ne résiste pas à l'examen. Le rouge de Ronaldo avait été reçu lors des qualifications pour le mondial et non dans le tournoi lui-même, et même dans ce cas, la FIFA avait fourni une forme d'explication. Pour Balogun, il y a surtout eu du silence, et le silence invite plus facilement la spéculation qu'il ne clôt le débat. La raison pour laquelle la FIFA et la Maison-Blanche ont accordé une telle importance à un attaquant de 25 ans compte énormément. Balogun n'est pas un simple figurant dans cet effectif. À tous les indicateurs mesurables, il est le moteur de l'attaque du co-organisateur. Avant le match contre la Belgique, il était le meilleur buteur de son équipe avec 3 buts, et il avait été directement impliqué dans un but lors de chacun des matchs qu'il avait disputés dans ce mondial. Rapide, incisif, à l'aise pour jouer à la limite de la dernière ligne défensive et punir la moindre hésitation. Il est exactement le type d'avant-centre capable de décider d'un match coup près sur un seul geste de classe. Le contexte compte aussi. Cette sélection américaine, sous Pochettino, joue sans doute son meilleur football depuis son arrivée, à la poursuite d'une première qualification en quart de finale du mondial depuis 2002. Quelques mois plus tôt seulement, lors d'un match amical de préparation, la Belgique avait écrasé les Chaotes 5-2, exposant de graves failles défensives. Depuis, tout a changé, et une large part de ce redressement tient directement à la finition et aux appels de Balogun devant. Le retiré de l'équipe, c'est enlever la pointe la plus tranchante de tout un système offensif. Il y a aussi une dimension émotionnelle qui a fait résonner cette controverse différemment chez les supporters américains par rapport à un simple débat réglementaire. Beaucoup avaient le sentiment que Balogun avait déjà payé 2 fois pour son tacle, d'abord en obligeant sa propre équipe à jouer plus d'une demi-heure en infériorité numérique contre la Bosnie, puis en risquant une suspension pour le match le plus important du tournoi jusque-là. Les récits venus du vestiaire décrivait un Balogun d'un calme inhabituel, refusant de s'emporter publiquement, parlant plutôt de l'exemple à donner aux jeunes supporters qui regardaient et qualifiant toute l'expérience de surréaliste. Cette réaction mesurée lui a valu une sympathie bien au-delà du cercle habituel des fans de soccer américains, ce qui a encore amplifié la réaction lorsque sa suspension a été levée. Mais la sympathie pour un joueur n'est pas la même chose qu'une procédure légitime, et c'est ici que l'histoire cesse d'être une note de bas de page pour devenir une véritable crise institutionnelle pour la FIFA. La Belgique a réagi avec fureur. Dans un communiqué officiel, elle s'est dite, selon elle, stupéfaite, et a pointé directement les règles que la FIFA venait de contourner, notamment une circulaire qui aurait été envoyée à toutes les fédérations participantes en mai, et qui précisait explicitement que ces suspensions automatiques ne pouvaient pas être évitées. La fédération a estimé que la FIFA avait, de fait, utilisé son propre code disciplinaire pour passer outre le règlement publié du tournoi et a confirmé qu'elle examinait toutes les options à sa disposition, y compris des plaintes formelles. Le sélectionneur belge Rudi Garcia n'a pas mâché ses mots non plus, plaisantant amèrement qu'à ce mondial, le 5 juillet s'était apparemment transformé en 1er avril, et affirmant que sa fédération ne défendait pas seulement les intérêts de son équipe, mais, selon lui, le sport lui-même. La réaction des consultants télé a été tout aussi brutale. Sur la BBC, Wayne Rooney, qui n'est pourtant pas connu pour ménager les joueurs dans les duels physiques,
a qualifié la décision de honteuse et déclaré que Gianni Infantino devrait en avoir honte. L'ancien défenseur anglais Micah Richard a estimé que cette suspension d'1 an avec sursis tournait en dérision toute l'architecture disciplinaire du tournoi. Sur ITV, Gary Neville a résumé l'ambiance en 2 mots très crus. Ça pue vraiment. La voix la plus tranchante est peut-être venue du sélectionneur anglais Thomas Tuchel, qui venait de voir son propre défenseur, Jarell Quansah, expulsé dans un autre match contre le Mexique, une suspension qui privera Quansah du quart de finale de l'Angleterre. La question de Tuchel est celle à laquelle la FIFA n'a toujours pas répondu. Si un appel téléphonique peut effacer la suspension de Balogun, pourquoi pas celle de Quansah? Pourquoi pas celle de n'importe quel joueur suspendu pour un match couperet où tout se joue? Le 2 poids, 2 mesures devient encore plus flagrant lorsqu'on compare le cas Balogun à d'autres affaires du même tournoi. Le milieu qatari Hassim Madibo a reçu 5 matchs de suspension dans ce mondial pour un tacle qui a fracturé la jambe du milieu canadien Ismaël Cohn, alors qu'il existe un argument sérieux selon lequel la blessure relevait davantage d'un accident improbable que d'une intention dangereuse. 5 matchs, aucune réduction, aucun coup de téléphone en sa faveur. Dans le même temps, CNN et d'autres médias ont relevé que Lionel Messi semblait avoir échappé à toute sanction sur une action largement comparable lors du match d'ouverture de l'Argentine. Le schéma qui apparaît n'est pas celui d'une cohérence dans l'évaluation des contacts. Il ressemble de plus en plus à un schéma fondé sur l'identité du joueur, et plus précisément sur la personne prête à appeler directement le siège de la FIFA pour lui. Pour être juste, il existe une version légitime de l'argument américain, et elle mérite d'être reconnue plutôt que balayée. Le rouge lui-même était probablement trop sévère au regard de ce qui s'est produit sur le terrain. Contraindre une équipe à jouer plus d'une demi-heure à 10 dans un match couperet du mondial constitue déjà une sanction lourde en soi, et l'on peut raisonnablement soutenir que le football international a besoin d'une procédure d'appel transparente et publiée pour précisément ce type d'expulsion limite et malheureuse. Pochettino a répété que son équipe n'était pas le méchant de cette histoire, et sur la question étroite de savoir si Balogun méritait de perdre autant pour un geste maladroit, à pleine vitesse, son point de vue se défend. Si la FIFA disposait d'un mécanisme de réexamen clair, cohérent et public que n'importe quelle fédération pourrait activer dans les mêmes conditions, et si la suspension de Balogun avait été levée par cette procédure transparente, la conversation serait totalement différente, probablement une simple note en marge plutôt qu'un scandale majeur. Ce n'est tout simplement pas ce qui s'est passé. À la place, on trouve une clause vague enfouie dans le code disciplinaire, une commission à huis clos qui refuse d'expliquer son raisonnement, et une série documentée d'appels téléphoniques partis du bureau gouvernemental le plus puissant de la planète. Les statuts mêmes de la FIFA interdisent explicitement toute ingérence politique dans les décisions liées au football. Pourtant, la commission d'éthique de la FIFA examinait déjà des questions autour de la relation inhabituellement étroite entre Infantino et Trump, notamment le moment très médiatisé où la FIFA a décerné à Trump un prix de la paix plus tôt durant son mandat. Les 2 hommes ont cultivé une amitié de plusieurs années, Infantino devenant une présence régulière lors d'événements à la Maison-Blanche. Ils doivent apparaître ensemble pour présenter conjointement le trophée du mondial le 19 juillet, une image qui sera désormais observée sous un angle totalement différent au vu de tout ce qui s'est déroulé dans les jours précédents. Rien de tout cela n'exige forcément une grande théorie du complot pour être inquiétant. Quand l'attaquant le plus productif du pays hôte bénéficie d'une disposition disciplinaire jamais utilisée auparavant, quelques jours seulement après qu'un président américain a personnellement plaidé auprès du patron du football mondial, puis que l'organisation refuse d'expliquer son raisonnement, le scepticisme ne relève pas de la paranoïa. Il suffit simplement de regarder. Le dommage durable tient peut-être moins à une suspension levée qu'à ce que cette affaire annonce pour la suite. Même s'il s'avérait que les appels n'ont rien changé du tout et que la commission serait arrivée seule à la même conclusion, l'apparence suffit à corroder la crédibilité du sport. À partir de maintenant, chaque rouge controversé jusqu'à la fin du tournoi portera une question implicite. Cette suspension aurait-elle tenu si la bonne personne avait passé un appel? Un long parcours américain dans les matchs couperets arrive désormais avec une note de bas de page dont il n'aurait jamais dû avoir besoin,
quelle que soit la performance de l'équipe sur le terrain. Le précédent dépasse largement un seul match à Seattle. Si une règle fondamentale, restée intacte pendant 56 ans, peut se plier à l'intervention d'un gouvernement, qu'est-ce qui empêchera réellement le prochain chef d'État de tenter exactement la même manœuvre lors d'un futur tournoi organisé, même partiellement, sur son territoire? La FIFA avait passé une large part de ce mondial à bénéficier d'une couverture inhabituellement positive, saluée pour une logistique fluide et une forte affluence dans les villes hôtes des USA, du Mexique et du Canada. En un week-end, à cause d'une sanction concernant un seul joueur, l'organisation a échangé une part importante de ce capital de sympathie contre ce qui ressemble, pour une large partie du monde du football, à une faveur politique. Le règlement n'a techniquement pas changé dimanche dernier. Il a simplement cessé de s'appliquer de manière égale à tous les acteurs du tournoi. Cette distinction compte plus qu'il n'y paraît d'abord, car une règle qui se plie au bon coup de téléphone n'est plus vraiment une règle au sens utile du terme. C'est une suggestion à appliquer de manière sélective, et l'application sélective est précisément le type de fissure qui érode avec le temps la confiance du public dans une institution sportive, même si les conséquences immédiates semblent limitées à un match et à un attaquant. À l'approche du coup d'envoi entre les USA et la Belgique à Seattle, avec une place en quart de finale du mondial en jeu, la conversation sportive et la conversation politique sont devenues presque impossibles à séparer. La Belgique a confirmé qu'elle évaluait sa réponse et examinait toutes les options disponibles dans le cadre de la gouvernance propre à la FIFA, une formulation qui laisse penser que ce différend est loin d'être terminé, quel que soit le résultat de lundi au tableau d'affichage. Plusieurs fédérations européennes suivraient également la situation de près, conscientes que le précédent créé ici pourrait ressurgir la prochaine fois que l'un de leurs joueurs recevra un rouge dans un match couperé à gagner absolument. Quoi qu'il arrive ce soir sur la pelouse, l'histoire profonde ne disparaîtra probablement pas vite. Les examens de la commission d'éthique de la FIFA, la plainte de la Belgique et la question plus large de la relation entre Infantino et l'administration Trump devraient continuer à faire parler bien après le coup de sifflet final. Pour un tournoi que la FIFA espérait voir surtout retenu pour ses records d'affluence et ses matchs couperés haletants dans 3 pays hôtes, le risque est désormais qu'on s'en souvienne tout autant comme du moment où une règle vieille de 56 ans a discrètement cessé de s'appliquer de la même manière à tout le monde. Le moment pouvait difficilement être plus sensible pour la FIFA, tant l'organisation s'est appuyée sur son partenariat avec le gouvernement américain pour mettre en scène ce mondial élargi à 48 équipes dans 3 pays. Les négociations autour des droits d'accueil, la coordination de la sécurité des stades et les dispositifs de visa pour les supporters voyageurs dépendent largement de la coopération entre la FIFA et la cellule Coupe du Monde de la Maison-Blanche, dirigée par Andrew Giuliani depuis bien avant le début du tournoi. Cette cellule avait été créée à l'origine pour fluidifier la logistique, traiter les questions de sécurité et coordonner les agences fédérales avec les villes hôtes. Son implication directe dans une sanction individuelle concernant un seul joueur représente une extension significative de son rôle apparent, et les critiques estiment qu'elle brouille une ligne qui n'aurait jamais dû l'être. Il faut aussi se souvenir à quel point il est inhabituel qu'un président américain s'implique aussi directement dans le fonctionnement interne d'une fédération sportive internationale. Les administrations précédentes ont parfois adressé des félicitations publiques ou assisté à des matchs comme invités, mais des journalistes qui couvrent la FIFA depuis des années disent ne pas se rappeler d'exemples comparables d'un chef d'État passant plusieurs appels personnels pour plaider en faveur d'une issue disciplinaire précise concernant un seul athlète. Cette nouveauté, à elle seule, a maintenu l'affaire au centre de l'attention des médias politiques, autant que sportifs, avec des commentateurs des deux camps débattant pour savoir s'il s'agit d'un usage approprié de l'influence présidentielle ou d'une ingérence préoccupante dans une organisation qui affirme, au moins sur le papier, fonctionner indépendamment de tout gouvernement particulier. Certains commentateurs américains ont contesté l'idée d'une pure ingérence politique, soutenant plutôt que Trump défendait simplement avec force une décision que beaucoup d'analystes neutres du football jugeaient déjà excessive. Selon cette lecture, les appels relevaient moins d'une demande de traitement de faveur
que d'une version très médiatisée de ce que les supporters et les consultants font chaque semaine lorsqu'ils protestent contre des décisions arbitrales sur les réseaux sociaux, sauf avec une portée bien plus grande et un poids institutionnel bien plus lourd. Reste à savoir si cette distinction modifie réellement le calcul éthique. C'est précisément le genre de question que la commission d'éthique de la FIFA devra probablement traiter dans les semaines à venir, surtout si la Belgique donne suite à ces menaces de porter plainte officiellement. Le parcours belge dans ce mondial n'a pas été exempt non plus de coups de chance, ce qui ajoute, selon certains observateurs, une couche d'ironie supplémentaire à son indignation. Les Diables rouges ont eu besoin d'une prolongation et d'un pénalty litigieux accordé très tard dans le temps additionnel pour éliminer le Sénégal au tour précédent, après avoir remonté 2 buts de retard. Ce contexte n'a pas empêché les Belges de présenter leur objection comme une question de principe plutôt que d'intérêt personnel, répétant que leur plainte vise à protéger l'intégrité du système disciplinaire pour toutes les fédérations et non simplement à priver les co-hôtes de leur meilleur attaquant pendant un match. Pendant ce temps, la Commission n'a donné aucun signe indiquant qu'elle entendait revenir sur sa décision ou clarifier son raisonnement au-delà du bref communiqué publié dimanche. Ce silence laisse beaucoup d'espace aux analystes juridiques extérieurs pour spéculer sur la manière dont l'article 27 pourrait être invoqué de nouveau avant la fin du tournoi et sur la possibilité que d'autres fédérations, encouragées par ce précédent, tentent désormais des démarches similaires par pression politique en coulisses, plutôt que par les procédures disciplinaires normales du sport. Plusieurs associations européennes de football discuteraient déjà en interne de l'opportunité de poser des questions formelles à la FIFA sur les critères permettant d'accorder ce type de sanctions avec sursis, cherchant des éclaircissements avant que les quarts et les demi-finales ne produisent leur propre rouge controversé. Pour l'instant, le match lui-même reste le point de tension le plus immédiat. Voir Balogun entrer sur la pelouse à Seattle aura un poids différent de ce qu'il aurait eu une semaine plus tôt, non pas à cause d'une faute personnelle au-delà du tacle initial, mais à cause de tout ce qui s'est passé autour de lui dans les jours suivants. Tous les commentateurs chargés du match devraient revenir à plusieurs reprises sur la controverse pendant la retransmission, et des supporters neutres hors des USA disent que cette histoire a déjà éclipsé une large part du récit purement sportif avant l'une des affiches à élimination directe les plus attendues du tournoi. Quel que soit le score final, cet épisode a déjà transformé la manière dont les fans occasionnels comme les analystes les plus attentifs regarderont les sanctions jusqu'à la fin de ce mondial. La confiance, une fois visiblement ébranlée dans une institution sportive, se reconstruit rarement vite, et la FIFA doit désormais prouver, à travers ses prochaines décisions, que l'article 27 n'était pas simplement un outil commode réservé au pays hôte le plus politiquement connecté du tournoi.